Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où tout bascule en l'espace de quelques heures. Des moments où deux hommes qui partageaient une même vision, un même combat, un même serment, se retrouvent soudainement de part et d'autre d'une ligne invisible. Ce vendredi 22 mai 2026, le Sénégal a vécu l'un de ces moments. Et ce qui s'est passé ce soir-là, entre les murs du Palais de la République de Dakar, va résonner bien au-delà de la politique sénégalaise. Parce que cette rupture ne concerne pas seulement deux hommes. Elle interroge la nature même du pouvoir en Afrique, la fragilité des alliances forgées dans l'adversité, et la question fondamentale que chaque peuple doit un jour se poser. À quoi sert réellement une révolution si ceux qui l'ont portée finissent par se combattre ? Ousmane Sonko n'est pas un homme ordinaire. Pour comprendre la portée de ce qui s'est passé, il faut d'abord mesurer ce que cet homme représente. Depuis 2016, il a été radié de la fonction publique, traîné devant les tribunaux à de multiples reprises, jeté en prison, empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2019, puis à nouveau en 2024. À chaque fois que le système pensait l'avoir écrasé définitivement, il se relevait. Pas seulement lui, mais avec lui des centaines de milliers de Sénégalais qui avaient décidé que ce combat était aussi le leur. Quand Bassirou Diomaye Faye a remporté l'élection présidentielle en mars 2024 depuis sa cellule de prison, c'était l'aboutissement de cette résistance collective. C'était la victoire de Pastef sur un système qui avait tout tenté pour les étouffer. Et c'est Sonko lui-même qui avait conduit Diomaye jusqu'à cette victoire en se retirant au profit de son camarade, en lui transférant sa légitimité populaire. Alors quand ce même Sonko prend la parole lors d'une conférence de presse le 3 juin 2026 pour raconter comment le président qu'il a lui-même porté au pouvoir vient de le limoger, il faut mesurer le poids de chaque mot qu'il prononce. Ce n'est pas une simple crise gouvernementale, c'est quelque chose de bien plus profond, c'est la fracture visible de ce que beaucoup considéraient comme la promesse la plus enthousiasmante de la démocratie africaine contemporaine. Revenons à ce vendredi 22 mai, 16h. Ousmane Sonko se rend au Palais de la République à la demande du président Bassirou Diomaye Faye. L'audience commence, les deux hommes échangent. Et c'est là que Faye lui signifie son souhait de mettre un terme à leur collaboration en tant que Premier ministre. Sa justification ? Un certain nombre de positions prises par Sonko dans les semaines précédentes l'avaient mis mal à l'aise. Des positions que Sonko n'a pas souhaité détailler publiquement ce jour-là, mais dont on peut aisément deviner la nature au vu du contexte politique des dernières semaines. Des divergences pionnistes profondes sur la gestion de la dette, sur les relations avec le FMI, sur la politique de reddition des comptes, sur la composition et l'orientation du gouvernement. Ce qui est fascinant dans le récit que Sonko fait de cette scène, c'est la manière dont il l'aborde. Il n'y a pas de surprise dans sa voix. Il attendait ce moment. Il confie même qu'il s'était fixé une règle dès le début. La rupture ne viendrait pas de lui. S'il devait y avoir une séparation, ce serait Faye qui en porterait la responsabilité. Et ce vendredi-là, ce principe a été respecté. Sonko prend acte, mais il formule immédiatement une demande. Ne pas annoncer la décision dans la précipitation. Donnons-nous 24 à 48 heures. Discutons des modalités. Ce pays ne peut pas se permettre une transition gouvernementale improvisée. Faye accepte en apparence. Il lui dit qu'il doit d'abord aller rendre visite à l'archevêque de Dakar, qu'il rentrera vers 18h ou 19h, qu'ils discuteront alors. Sonko rentre au Petit Palais et attend. Il attend 18h. Il attend 19h. Il attend 20h. Et puis, à 20h35, un message arrive sur son téléphone. Le président lui signifie qu'il ne pourra pas tenir la réunion et qu'il s'apprête à annoncer publiquement la mesure de limogeage. Quelques minutes plus tard, c'est fait. Le secrétaire général du gouvernement lit le décret. Sonko n'est plus Premier ministre. Il y a dans cette séquence quelque chose qui dit beaucoup sur la nature des relations entre les deux hommes à ce stade. Cette conversation à 20h35. Ce message envoyé comme une notification administrative. Après 2 ans de gouvernement commun. Après des années de prison, de procès, de solidarité dans l'adversité. Sonko raconte tout ça avec un calme étonnant. Un calme qui n'est pas l'indifférence, mais la résolution de quelqu'un qui a depuis longtemps fait la paix avec la probabilité de cet événement. Mais ce qui suit va être encore plus révélateur. Le lundi suivant, Sonko convoque une réunion de l'ensemble des ministres sortants issus de Pastef. 20h30. Tous ensemble, ils doivent évaluer la situation et décider d'une position commune. Sauf que dès 16h ce même lundi, de nombreux ministres reçoivent des convocations individuelles de la présidence pour des consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Le message est clair. La présidence cherche à court-circuiter Pastef en approchant les membres un par un, de manière individuelle, en contournant délibérément les structures du parti. Sonko réagit immédiatement. Il demande à tous les ministres concernés de ne pas répondre à ces convocations individuelles. Sa logique est simple et implacable. Pastef est un parti organisé, structuré, avec un président, un secrétaire général, un bureau politique, un conseil national.
Si le président de la République veut parler à Pastef, il doit passer par les canaux officiels du parti, pas en appelant les gens un à un pour les contourner. Les ministres obtempèrent. Ils refusent de se rendre aux convocations présidentielles. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, dit que ses ministres lui ont manqué de respect. Manqué de respect parce qu'ils ont choisi ainsi de rester fidèles à la discipline de leur parti plutôt que de répondre à une convocation présidentielle. Cette réaction en dit long. Elle révèle une conception du pouvoir présidentiel qui est en contradiction directe avec la philosophie même qui avait porté Pastef au pouvoir. Pastef avait toujours dit vouloir rompre avec la pratique de la politique personnalisée, du culte de la personnalité, de la soumission aveugle au chef. Et voilà que ce même Faye reproche à des militants de s'être conformés aux décisions de leur parti. C'est Sonko lui-même qui finit par prendre l'initiative. Il appelle Faye, il lui rappelle comment fonctionne Pastef. Il lui rappelle que même quand le président Macky Sall, leur ancien adversaire, avait souhaité une rencontre avec lui pendant la Covid, ils avaient d'abord consulté le bureau politique, puis les 46 fédérations départementales, puis la diaspora, avant de décider collectivement d'accepter l'invitation. Il lui rappelle comment ça se fait quand un président veut intégrer un parti d'opposition à son gouvernement. On appelle le président du parti. On discute sur l'essentiel. On s'accorde. Ce n'est pas si compliqué. Faye refuse. Il dit qu'il ne recevra pas Sonko. Alors Sonko propose un compromis. Lui-même s'efface et envoie 4 émissaires représentant Pastef. Des figures historiques du parti, des hommes qui ont tous une relation personnelle avec Faye depuis longtemps. Ces émissaires vont finalement rencontrer le Premier ministre, nouvellement nommé pour discuter des préoccupations du parti. 4 grands thèmes sont portés sur la table. Premier thème, la gestion de la dette publique. Pastef avait fait de la renégociation et du refus de la restructuration imposée par le FMI un axe majeur de son programme. Est-ce que le nouveau gouvernement va tenir cette ligne ou va-t-il céder aux injonctions du Fonds monétaire international? Deuxième thème, le pouvoir d'achat des Sénégalais. Pendant 2 ans, à la primature, Sonko avait mené un combat acharné pour bloquer les prix, pour éviter la vérité des prix sur les produits subventionnés. Quelle sera la politique du nouveau gouvernement? Troisième thème, la renégociation des contrats stratégiques du pays, notamment dans le secteur pétrolier et gazier. Des résultats avaient été obtenus, mais des dizaines de dossiers restaient en suspens. Quatrième thème est probablement le plus explosif, la justice et la reddition des comptes. Ce 4e thème mérite qu'on s'y attarde. Parce que la reddition des comptes était la promesse centrale de Pastef depuis sa création. C'était l'engagement qui avait mobilisé des millions de Sénégalais. L'idée que les années de pillage, de gabegie, de détournement allaient enfin être sanctionnées. Que les grands prédateurs de la République allaient être traduits devant la justice. Or, selon Sonko, en 2 ans de gouvernement, pratiquement rien de consistant n'a été fait dans ce domaine. Rien. Et le nouveau casting au ministère de la Justice ne rassure absolument pas. Sonko dit avoir été lui-même contacté à plusieurs reprises en lien avec certains dossiers judiciaires, laissant entendre que des pressions ou des manœuvres auraient été exercées autour de ces affaires cybersensibles. Les réponses données par le Premier ministre lors des discussions avec les émissaires de Pastef sont, de l'avis de Sonko, au mieux insuffisantes, au pire franchement inquiétantes. Sur la dette, le Premier ministre dit qu'aucun engagement de restructuration n'a été pris avec le FMI et qu'il travaille sur une solution alternative, notamment des mécanismes de garantie. Bien, mais si la situation devenait intenable, il serait obligé d'accepter la restructuration. Sur le pouvoir d'achat, même logique. On fera tout pour ne pas libérer les prix, mais si c'est intenable. Sur les contrats stratégiques, les négociations se poursuivent au cas par cas. Sur la justice, le Premier ministre considère que tout va très bien, que la justice sénégalaise fonctionne parfaitement. C'est cette dernière réponse que Sonko qualifie d'inacceptable et de déconnectée de la réalité vécue par les Sénégalais. Il y a une dimension de ce discours qui n'a pas été assez soulignée dans la plupart des analyses initiales. Sonko parle de lui-même comme d'une cible récurrente d'un système. Depuis 2016, les mêmes institutions, les mêmes organes, les mêmes leviers ont été mobilisés contre lui. La radiation de la fonction publique. Les dossiers judiciaires montés de toutes pièces, les emprisonnements successifs, les tentatives de l'écarter de la course présidentielle. Et maintenant, alors qu'il s'exprime lors de cette conférence de presse, il y a une procédure en cours devant le Conseil constitutionnel qui vise à annuler son mandat de député. Un mandat qu'il détient légitimement. Il appelle cette tentative unique dans l'histoire de l'institution. Et il ne cache pas que selon lui, c'est la même logique, les mêmes pratiques qui continuent. Ce qui frappe à ce stade du récit, c'est la lucidité de Sonko sur sa propre situation. Il n'y a pas chez lui la naïveté du politique qui découvre la trahison. Il décrit sa rupture avec Faye comme quelque chose qu'il anticipait, qu'il avait même proposé d'organiser de manière concertée et pacifique à plusieurs reprises. Il avait soumis à 3 reprises l'idée suivante.
Lui-même retournerait à l'Assemblée nationale, exercerait son mandat de député et laisserait la place à un autre Premier ministre issu de PASTEF. Une solution qui aurait maintenu la cohérence politique du gouvernement tout en évitant les frictions. À chaque fois, Faye avait refusé, lui disant que sa place était à ses côtés dans l'exécutif. Et maintenant que le limogeage est consommé, Faye va chercher à récupérer individuellement des poids lourds de PASTEF pour les faire entrer dans son nouveau gouvernement, mais en contournant le parti, en ignorant ses structures, en traitant ses membres comme des individus disponibles sur un marché politique. Cette manœuvre, Sonko la nomme clairement une stratégie de démantèlement, une tentative de fracturer PASTEF de l'intérieur en captant les personnalités les plus visibles pour les intégrer dans un gouvernement qui, sans eux, n'aurait aucune légitimité populaire. Car, voilà la réalité arithmétique que Sonko martèle. PASTEF détient 130 sièges sur 165 à l'Assemblée nationale sénégalaise. C'est un fait que rien ne peut effacer. Plus de 78% des députés. Une majorité écrasante, inédite dans l'histoire politique du pays. Un président de la République qui gouverne sans soutien parlementaire, sans un seul député, sans formation politique structurée derrière lui. Cela s'appelle une cohabitation. Et Sonko dit que Faye devrait en prendre acte, redescendre de son piédestal et traiter avec la réalité, au lieu de laisser des conseillers lui susurrer à l'oreille qu'il a tous les pouvoirs. Il n'en a pas tous les pouvoirs. La Constitution sénégalaise était claire. L'Assemblée nationale contrôle l'action gouvernementale. Elle peut lancer des missions d'information, des commissions d'enquête. Elle peut saisir la justice. Elle peut voter des lois qui contraignent l'exécutif. Et dans les conditions actuelles, avec 130 députés PASTEF sur 165, la capacité de contrôle et d'action parlementaire est considérable. Sonko prévient que cette capacité sera utilisée, pleinement, légalement. Mais il y a un autre message dans ce discours, plus subtil, plus personnel. Sonko s'adresse à Faye, non plus comme à un adversaire politique, mais presque comme à un cadet qui aurait besoin d'un conseil d'aîné. Il dit « Je ne sais pas pourquoi il y a une fixation sur ma personne. Est-ce une fascination ? Je ne sais pas. Mais la manière dont tu gouvernes, en t'enfermant avec 60 technocrates sans lien avec les territoires, sans assises sociologiques, sans structure partisane sur le terrain, ce n'est pas gouverner un pays. Gouverner un pays, c'est être présent commune par commune, village par village. C'est avoir des relais qui font remonter les préoccupations du peuple. C'est avoir une légitimité organique, pas seulement institutionnelle. Et puis il y a cette phrase cinglante sur les technocrates. Faye a présenté son nouveau gouvernement comme un gouvernement de technocrates, d'experts, d'apolitiques. Sonko démonte cette rhétorique avec une précision chirurgicale. Lui-même est inspecteur des impôts de formation. Biram Souleye Diop est également inspecteur des impôts. Yassine Fall était fonctionnaire aux Nations Unies. Abdou Fall est ingénieur informaticien. Tous les membres de PASTEF qui avaient gouverné sont des professionnels, des techniciens, des experts dans leur domaine. La différence, c'est qu'ils ont choisi en plus d'exercer leurs responsabilités politiques. Ce n'est donc pas l'expertise qui distingue les ministres de Faye des anciens ministres de Sonko. C'est l'absence d'engagement, d'ancrage populaire, de légitimité construite dans le combat. La conférence de presse se poursuit et Sonko évoque la discussion finale avec Faye, celle du mercredi matin 28 mai, la rencontre directe qui a eu lieu après plusieurs jours de messages, d'intermédiaires et de silence. Ce tête-à-tête est crucial. Les deux hommes discutent de tout ce qui a été évoqué précédemment, des préoccupations du parti, des engagements programmatiques. Et puis vient la question de la composition du gouvernement. Sonko dit clairement « PASTEF est le parti majoritaire. Si vous voulez gouverner avec une légitimité politique, vous devez traiter avec nous sur une base équitable. Vous ne pouvez pas nous proposer 7 portefeuilles, il y en a sur 30, dont 3 qui ne correspondent même plus à des personnalités loyales au parti, qui ont déjà choisi de désobéir aux consignes en acceptant individuellement les convocations présidentielles avec 0 portefeuille de souveraineté. 0, pas la justice, pas l'intérieur, pas les finances, pas les affaires étrangères, 0 portefeuille régalien pour le parti qui détient 78% de l'Assemblée nationale. Faye cède légèrement. Il dit qu'il peut aller jusqu'à 8. Sonko refuse net. Et sa réponse mérite d'être écoutée avec attention car elle résume toute sa vision politique. Il dit en substance « Ce n'est pas une question de nombre de postes. Ce n'est pas pour les salaires que nos cadres entrent dans un gouvernement. Nous l'avons prouvé en 2 ans de gestion. Notre bilan est positif. Blocage des prix, baisse des prix sur certains produits, renégociation des contrats stratégiques, révélation de la dette cachée héritée de l'ancien régime, respect de toutes les échéances de remboursement. Nous entrons dans un gouvernement parce que nous croyons au projet pour ce pays. Mais si nous entrons dans un gouvernement sans en avoir au minimum la moitié des portefeuilles, avec des ministères de souveraineté, avec une continuité à l'Assemblée nationale, alors nous assumons un bilan sans avoir les leviers pour le construire. Et quand les
choses passent bien, c'est le président qu'on félicite. Quand les choses se passent mal, c'est Pastef qu'on tient pour responsable. Cette analyse politique est d'une rigueur implacable. Et elle explique la décision finale. Sonko rend compte à l'ensemble des ministres sortants et des cadres du parti. La décision est unanime, massive, sans la moindre dissidence. Pastef n'entrera pas dans ce gouvernement dans ces conditions. Et Sonko appelle Faye pour lui notifier formellement cette décision. Ce refus est un tournant historique, parce qu'il signifie que pour la première fois dans l'histoire politique sénégalaise récente, le parti le plus puissant de l'Assemblée nationale est ouvertement en opposition avec l'exécutif, tout en étant le parti qui a mis ce même président au pouvoir. C'est une configuration qui n'a pas de précédent, et elle soulève des questions fondamentales sur ce que sera la gouvernance sénégalaise dans les mois et les années à venir. Comment gouverner un pays quand on n'a pas un seul député au Parlement ? Comment faire passer des lois, voter des budgets, résister à des motions de censure, quand la Chambre législative est été contrôlée à près de 80% par le principal parti d'opposition ? Comment maintenir une stabilité politique et économique dans ce contexte, alors que le Sénégal est engagé dans des négociations cruciales avec le FMI, dans le démarrage de l'exploitation de ses ressources en hydrocarbures, dans une tentative de construction d'un État de droit après des années de gouvernance opaque ? Sonko ne jubile pas. C'est l'une des choses les plus frappantes dans sa prise de parole. Il n'y a pas de triomphalisme. Il n'y a pas de vengeance dans le ton. Il y a même une forme d'inquiétude exprimée pour le pays. Il dit que des instabilités répétées ne profitent à personne. Que des gouvernements cramoissants qui tombent en cascade font fuir les investisseurs, fragilisent les institutions. Il appelle Faye à redescendre de son piédestal, non pas pour l'humilier, mais parce que la réalité politique exige qu'on se parle en responsable. Et puis, il y a cet avertissement solennel adressé au nouveau Premier ministre, Aminata Touré, qu'on suppose être la personne désignée sous le nom codé utilisé dans le discours. Il lui dit: avec une courtoisie qui dissimule à peine une mise en garde ferme, restez à votre place. Le champ politique n'est pas le vôtre. Vous avez été choisi pour être un technocrate. Assumez cette fonction. Ne nous provoquez pas. Parce que je sais beaucoup de choses sur ce qui se passe. Cette phrase, je sais beaucoup de choses sur ce qui se passe, Kokda, est peut-être la phrase la plus lourde du discours. Elle sous-entend que Sonko dispose d'informations, probablement de sources à l'intérieur même du palais et du gouvernement, sur des manœuvres, des décisions, des orientations qui n'ont pas encore été rendues publiques. Elle signifie que malgré son limogeage, quand un pays se retrouve en cohabitation sans l'avoir voulu, sans l'avoir anticipé, sans même avoir les outils institutionnels pour la gérer sereinement, ce n'est pas seulement une crise politique. C'est une épreuve de vérité pour ses institutions, pour ses élites, pour son peuple. Le Sénégal entre dans cette épreuve les yeux ouverts. Parce que Ousmane Sonko, dans sa conférence de presse du 3 juin 2026, n'a pas seulement raconté une rupture. Il a posé les jalons de ce que sera la bataille politique des prochaines années. Et pour comprendre ce qui va se passer maintenant, il faut décomposer précisément les pièces qui sont sur l'échiquier. Commençons par le gouvernement que Bassirou Diomaye Faye vient de former. Sonko en parle avec une sévérité qui contraste avec le registre généralement retenu de ses interventions publiques. Il décrit un processus de formation chaotique, improvisé, précipité. Des appels téléphoniques passés à gauche et à droite jusqu'à la dernière minute. Des profils non vérifiés. Des militants de Pastef contactés individuellement par le président lui-même, même la veille de l'annonce, pour leur proposer des portefeuilles. C'est cette description d'un Faye téléphonant en urgence à des militants ordinaires pour leur offrir des postes ministériels la veille de la publication du gouvernement qui frappe le plus. Ce n'est pas ainsi que fonctionne un État sérieux, ce n'est pas ainsi que se bâtit un gouvernement capable d'adresser les défis d'une nation. Mais pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette désorganisation? La réponse est peut-être dans la logique même du choix de Faye. En décidant de former un gouvernement de technocrates sans base politique, sans parti majoritaire derrière lui, il s'est retrouvé face à un problème fondamental. Trouver des gens compétents et disponibles qui acceptent de prendre des responsabilités gouvernementales sans le filet de sécurité que représente une assise partisane. Ce n'est pas un problème facile à résoudre. Les technocrates de talent ont généralement des carrières à protéger. Accepter de servir dans un gouvernement politiquement fragile, c'est prendre un risque personnel considérable. Et ceux qui acceptent malgré tout sont soit animés d'un réel patriotisme, soit attirés par les avantages de la fonction, soit insuffisamment conscients de la fragilité dans laquelle ils s'engagent. Sonko dit que ce gouvernement est comme suspendu dans le vide. Un gouvernement sans ramification politique sur le territoire national. Un gouvernement qui peut élaborer des politiques publiques dans les bureaux climatisés de la primature, mais qui n'a pas les relais pour les faire comprendre, les faire accepter, les faire appliquer dans les communes, dans les villages, dans les quartiers. Gouverner un pays de 15 millions d'habitants avec une population rurale majoritaire, des inégalités territoriales profondes, des enjeux identitaires et culturels complexes, cela ne se fait pas depuis une salle de conseil de ministres peuplée de diplômés. Cela se fait avec des hommes et des femmes ancrés dans les réalités locales, capables d'expliquer en Wolof, en Peul, en Sérère, en Diola,
pourquoi telle décision a été prise, ce qu'elle signifie pour les familles, comment elle va changer les choses. Ce manque d'ancrage territorial n'est pas un détail. C'est peut-être le talon d'Achille le plus dangereux du gouvernement Faye dans sa configuration actuelle. Et Sonko le sait parce qu'il l'a vécu de l'intérieur. Pendant 2 ans à la primature, il a mesuré combien la machine administrative sénégalaise peut être opaque, lente, résistante au changement. Il a mesuré combien les réformes qui paraissent évidentes sur le papier peuvent être difficiles à mettre en œuvre sans une mobilisation politique organisée qui les porte sur le terrain. C'est pour cela que la cohabitation qu'il annonce n'est pas une cohabitation passive. Ce n'est pas PASTEF qui s'effacerait élégamment dans l'opposition et laisserait le gouvernement travailler tranquillement. C'est une cohabitation active, militante, où chaque texte de loi sera scruté, où chaque dérive sera signalée, où chaque promesse non tenue sera rappelée. Il y a dans ce discours un passage que l'on n'a peut-être pas assez commenté, celui où Sonko parle du précédent historique sénégalais pour justifier sa conception des relations entre un chef d'État et un parti d'opposition. Il cite Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Quand Diouf voulait faire entrer Wade et le PDS dans son gouvernement, il ne lui a pas envoyé des convocations individuelles à ses cadres. Il a appelé Wade, ils ont discuté, ils se sont mis d'accord sur l'essentiel. Et Wade a choisi lui-même ses collaborateurs. C'est la règle en politique. Ce n'est pas une règle inventée par PASTEF, c'est une norme démocratique universelle. Et le fait que Faye ne respecte pas cette norme, non pas par ignorance mais délibérément, signifie quelque chose de précis sur la conception du pouvoir qui s'est développée autour de lui. Revenons sur la question des 3 ministres de PASTEF qui ont répondu aux convocations présidentielles contre les consignes du parti. Sonko les nomme sans agressivité, mais sans ambiguïté. Ils ne sont plus, à ses yeux, des représentants du parti. Ils ont fait un choix individuel. Ce choix leur appartient. Mais il a des conséquences sur leur statut au sein de l'organisation. Cette clarification est importante parce qu'elle pose la question de la discipline partisane dans un contexte de cohabitation. Est-ce qu'un militant peut choisir entre la loyauté à son parti et la convocation d'un président de la République ? Dans le droit sénégalais, dans la déontologie politique, la réponse n'est pas simple. Mais PASTEF a toujours fonctionné sur la primauté du collectif sur l'individuel. Et c'est ce principe que ces 3 cadres ont choisi de transgresser. La question se pose aussi pour les 7 à 8 personnalités de PASTEF qui ont finalement accepté d'entrer dans le gouvernement Faye-Sonko, c'est-à-dire le gouvernement formé après le limogeage de Sonko. Sonko ne les condamne pas individuellement. Il explique la logique. Si Faye leur a proposé des portefeuilles sans passer par le parti, et qu'ils ont accepté individuellement, ils ont fait un choix personnel qui les sort de la mouvance PASTEF au sens partisan du terme. Ils peuvent rester de bons Sénégalais, de bons serviteurs de l'État, de bonnes personnes. Mais ils ne peuvent pas prétendre représenter PASTEF dans un gouvernement que PASTEF a officiellement refusé de rejoindre dans ces conditions. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la suite. Parce que Faye va nécessairement essayer de présenter son gouvernement comme ayant une forme de légitimité PASTEF grâce à ces quelques personnalités issues du parti. C'est une manœuvre de communication prévisible. Et c'est précisément contre cette manœuvre que la déclaration de Sonko est conçue. En posant clairement la ligne de démarcation, en nommant qui est et qui n'est pas un représentant autorisé du parti, il rend cette manœuvre moins efficace. Il immunise le discours public contre la confusion que Faye et ses communicants voudront entretenir. Mais la question politique la plus immédiatement urgente est celle du budget. Le Sénégal doit présenter et voter sa loi de finances. C'est un exercice annuel obligatoire. Sans budget voté par l'Assemblée nationale, le gouvernement ne peut pas fonctionner. Avec 130 députés PASTEF sur 165, la capacité de bloquer ou d'amender radicalement un budget gouvernemental est considérable. Sonko ne menace pas explicitement d'utiliser cette arme. Il ne parle pas de blocage budgétaire. Mais le simple fait d'avoir mentionné le rapport de force à l'Assemblée à plusieurs reprises, avec une précision arithmétique, signifie que cet outil est présent dans sa réflexion, et dans celle de Faye, qui doit en avoir conscience. Il y a aussi la question des contrats pétroliers et gaziers. Le Sénégal est à l'aube d'une ère nouvelle dans ce domaine. Le pétrole coule. Le gaz est en cours d'exploitation. Les revenus vont arriver. Mais dans quelles conditions ces revenus vont-ils être gérés ? Quels contrats ont été renégociés ? Lesquels restent contestés ? Sonko parle de 50 dossiers de contentieux en cours. 50 litiges sur des contrats stratégiques que son gouvernement avait entamés à renégocier. Ces dossiers vont-ils continuer d'être traités avec la même rigueur ou vont-ils être abandonnés pour ne pas froisser des partenaires étrangers ? C'est une question d'une importance considérable pour les finances publiques sénégalaises dans les décennies à venir. Et puis il y a le FMI. La question de la restructuration de la dette est peut-être le sujet le plus technique mais aussi le plus lourd de conséquences de toute cette crise. Sous Sonko à la primature, le Sénégal avait réussi à éviter la restructuration tout en révélant publiquement une dette cachée considérable héritée de l'ère Macky Sall. Cette révélation avait provoqué un choc mais aussi une forme de clarté. On savait enfin où on en était. La question est de savoir si le nouveau gouvernement va maintenir la même posture de refus de la restructuration ou si la pression du FMI va finir par avoir raison de cette résistance. Le Premier ministre a dit que non pour l'instant.
Mais le mais qu'il a ajouté, si la situation devenait intenable, ouvre une porte que Sonko considère dangereuse. Il faut comprendre pourquoi cette question de la dette est si centrale dans le discours de Sonko. Ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de politique économique abstraite. C'est une question de souveraineté. La restructuration de la dette impose généralement des conditions qui contraignent les choix budgétaires d'un État pour des années, voire des décennies. Elle signifie une réduction des dépenses publiques dans des secteurs comme l'éducation, la santé, les subventions aux produits de base. Elle signifie une réorientation des ressources vers le service de la dette au détriment des investissements sociaux. Pour PASTEF, qui avait fondé son programme sur la reconquête de la souveraineté économique africaine, accepter une restructuration imposée par le FMI serait une capitulation idéologique majeure. Ce n'est pas une question de technocratie, c'est une question de vision. La dimension panafricaine du discours de Sonko est présente en filigrane tout au long de sa prise de parole, même si elle n'est pas toujours exprimée explicitement. Quand il parle de la nécessité d'une vraie alternative et pas seulement d'une alternance, il parle en réalité de quelque chose qui dépasse le Sénégal. L'alternance, c'est quand un parti remplace un autre au pouvoir sans que les structures profondes du système changent. L'alternative, c'est quand les règles du jeu elles-mêmes sont réformées. Quand la relation entre l'État et les citoyens est reconstruite sur de nouvelles bases. Quand la dépendance vis-à-vis des créanciers internationaux et des multinationales extractives est redéfinie. Quand la justice devient réellement indépendante et universelle. C'est cette promesse d'alternative que Sonko et PASTEF avaient portée jusqu'en 2024. Et c'est la perception que cette promesse est en train d'être abandonnée, édulcorée, trahie, qui explique l'intensité émotionnelle des réactions au limogeage de Sonko dans une large partie de la population. Pas seulement en réaction à la personne de Sonko, mais en réaction à ce que ce limogeage symbolise. Un pouvoir qui, une fois installé, reproduit les réflexes qu'il avait juré de rompre. Il faut parler maintenant de ce que Sonko n'a pas dit explicitement, mais qui plane au-dessus de tout son discours. La question des rapports personnels entre les deux hommes. Sonko dit qu'il ne comprend pas pourquoi il y a une fixation sur lui. Pourquoi, à chaque fois, depuis 2016, les mêmes leviers sont actionnés contre lui. Pourquoi, même maintenant, avec Faye à la présidence, une procédure est lancée devant le Conseil constitutionnel pour tenter d'annuler son mandat de député. Il pose la question. Est-ce de la fascination? Est-ce une obsession personnelle? Il laisse entendre que non, que le problème est plus profond, plus systémique. Que ce qui est à l'œuvre, c'est la résistance permanente des centres de pouvoir établis, économiques, institutionnels, internationaux, à l'émergence d'une figure politique qui remet fondamentalement en cause leurs intérêts. Cette lecture n'est pas paranoïaque, elle est corroborée par les faits. Depuis 2016, la liste des procédures, des manœuvres, des tentatives d'élimination politique dont Sonko a fait l'objet est objectivement extraordinaire. Et le fait que ces tentatives continuent sous un gouvernement issu de son propre camp, avec son propre camarade à la présidence, indique soit que Faye est désormais instrumentalisé par ses centres de pouvoir, soit qu'il partage lui-même l'intérêt de marginaliser Sonko, soit une combinaison des deux. Sonko ne tranche pas. Mais sa prudence dans la formulation signifie qu'il a réfléchi à ces hypothèses. La scène la plus poignante du discours était peut-être celle que Sonko rapporte de sa dernière conversation téléphonique avec Faye, juste avant leur rencontre directe. Il lui dit « Tu me connais. Tu sais comment fonctionne PASTEF. Si tu voulais me parler, tu n'avais qu'à décrocher. Je serais venu, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, malgré les tensions, malgré les rancœurs. Si tu m'appelles, je viens. Il y a là quelque chose de profondément humain. Deux hommes qui se sont battus côte à côte pendant des années, qui ont partagé des prisons, des procès, des victoires, et qui se retrouvent maintenant à communiquer par émissaire, par message de 20h35, par convocation formelle, comme des diplomates de pays étrangers. Sonko dit qu'il parle à Faye comme un grand frère parle à un jeune frère. Cette métaphore n'est pas anodine dans le contexte culturel sénégalais, où les relations d'aînesse structurent profondément les interactions sociales. Il ne dit pas qu'il est son ennemi, il dit qu'il est inquiet pour lui, qu'il voit des gens autour de lui qui lui donnent de mauvais conseils, qui l'encouragent à adopter une posture de confrontation, alors que la confrontation ne servira ni le pays ni lui-même. Ce ton de mise en garde fraternelle dans un discours politique est rare, et il dit quelque chose d'important. Sonko ne cherche pas à détruire Faye, il cherche à l'avertir. Il considère encore que la possibilité d'un dialogue existe, même si elle est très mince. Mais attention à ne pas idéaliser ce discours. Sonko est un homme politique, un stratège redoutable. Et derrière la sincérité apparente de ses propos, il y a une logique politique très précise. En adoptant ce ton d'aîné inquiet, en se positionnant comme celui qui tend la main malgré tout, il construit son image de responsable raisonnable face à un président qui aurait perdu le sens des réalités. Cette image-là va être cruciale pour la suite, pour les élections locales de 2027, pour la présidentielle de 2029. Sonko sait exactement ce qu'il fait en parlant ainsi. Il prépare le terrain politique des 3 prochaines années, il plante les semences d'une reconquête du pouvoir exécutif qu'il vise ouvertement. Il l'a dit sans embâche, il sera candidat à la présidentielle de 2029. Il le réaffirme dans cette conférence de presse. Son mandat de député est intact, pour l'instant. Sa direction du parti est incontestée.
Sa popularité dans les quartiers populaires, dans les banlieues des grandes villes, dans la diaspora, reste considérable. Et le limogéage, paradoxalement, risque d'avoir renforcé son aura de martyr, de persécuté, d'homme que le système ne peut pas éliminer. Chaque tentative de l'abattre l'a jusqu'ici renforcé. Cette logique pourrait bien se répéter. Mais 2029, c'est dans 3 ans. Et entre maintenant et 2029, il y a énormément d'incertitudes. Il y a la fragilité du gouvernement actuel. Il y a les risques économiques liés à la dette et au prix des matières premières. Il y a les tensions sociales liées au coût de la vie. Il y a les enjeux sécuritaires dans la région sahélienne qui n'épargnent pas le Sénégal. Et il y a la question fondamentale de savoir si les institutions sénégalaises, la justice, l'armée, les services de sécurité, l'administration territoriale, seront capables de résister aux pressions d'une cohabitation politiquement tendue sans se déchirer elles-mêmes. Sonko prévient. Il dit que des provocations viendront. Il dit qu'il ne cédera pas aux provocations. Il dit que la rue ne sera pas son terrain de jeu pour l'instant. Son terrain, c'est l'Assemblée nationale, c'est la politique légale. C'est la démocratie représentative qu'il entend utiliser à plein pour contrôler et contraindre l'exécutif. C'est en cela que sa position est importante pour la démocratie sénégalaise. Il légitimise et valorise les institutions parlementaires comme outils de contrôle du pouvoir. C'est une posture qu'on ne peut que saluer si elle se traduit dans les faits et dans la durée. Il parle aussi du congrès de PASTEF à venir. Ce congrès est important parce qu'il va redéfinir l'organisation interne du parti dans ce nouveau contexte. Un parti qui était au gouvernement depuis 2 ans, avec toutes les contraintes que cela impose, la solidarité gouvernementale, la discrétion, la discipline de l'exécutif, est maintenant libre de ses mouvements. Il peut critiquer ouvertement. Il peut proposer des contre-projets. Il peut mobiliser sa base sans avoir à ménager les sensibilités de coalition gouvernementale. Cette liberté retrouvée peut être une force considérable si elle est bien gérée. Mais elle peut aussi être une source de tension interne. Car 2 ans au pouvoir changent les hommes. Certains cadres de PASTEF ont goûté aux responsabilités gouvernementales, aux ressources que cela procure, au prestige que cela confère. Revenir à un rôle d'opposition, même avec un fort ancrage parlementaire, c'est accepter une certaine forme de retrait. Est-ce que tous les cadres du parti sont prêts à faire ce chemin? Est-ce que les 3 qui ont choisi de rester dans le gouvernement de Faye sont une exception ou l'annonce de fractures plus profondes à venir? Ce sont des questions auxquelles seul le temps répondra. Il y a un autre acteur qu'il faut mentionner dans cette équation. La société civile sénégalaise. Les organisations de la société civile, les médias indépendants, les associations de défense des droits, les syndicats, les mouvements de jeunesse. Ces acteurs ont joué un rôle crucial dans la résistance à l'autoritarisme de Macky Sall. Ils avaient soutenu, souvent avec enthousiasme, l'alternance de 2024. Comment vont-ils se positionner maintenant ? Vont-ils choisir leur camp dans cette guerre entre Sonko et Faye ? Ou vont-ils maintenir une position d'indépendance critique vis-à-vis des deux ? Cette position d'équidistance serait probablement la plus utile pour le pays, mais elle est aussi la plus difficile à tenir quand les passions politiques montent. Et les médias. La liberté de la presse est un thermomètre politique essentiel. Comment les médias sénégalais vont-ils couvrir cette cohabitation inédite? Avec quelle liberté vont-ils pouvoir traiter les dossiers sensibles évoqués par Sonko, les contrats de pétroliers, les dossiers judiciaires, les tentatives de manipulation du Conseil constitutionnel? La réponse à cette question dira beaucoup sur l'état réel de la démocratie sénégalaise dans les mois qui viennent. Sonko a évoqué dans son discours la procédure en cours devant le Conseil constitutionnel qui vise à lui retirer son mandat de député. Il la qualifie d'unique dans l'histoire de l'institution. Il la qualifie d'inacceptable. Il dit que depuis 2016, ce sont les mêmes institutions qui sont utilisées contre lui. Si le Conseil constitutionnel devait rendre une décision lui retirant son mandat,